sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le mercredi 7 juin et aujourd'hui, pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis, nous allons parler du visa E2 pour les investisseurs avec Maître Marcel Poirier qui répondra à toutes vos questions. Et puis en seconde partie, comme chaque mercredi, on passe à table avec Sylvie Delenclos qui nous a concocté cette semaine sa recette picarde, le gâteau battu, accompagné d'un flan antillais. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour. Comme chaque mercredi, nous ouvrons notre page consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, on s'intéresse au visa investisseur, le visa E2. Alors déjà, est-ce qu'on peut préciser à qui s'adresse finalement ce visa investisseur? Le visa investisseur, c'est pour tous les pays au monde qui ont un traité avec les États-Unis. Alors, la majorité des pays ont un traité avec les États-Unis, un traité qu'on appelle de commerce, navigation et commerce qui date de très, très longtemps, entre notre pays et leur pays d'origine des gens. Alors, certains pays, malheureusement, n'ont pas de traité, comme le Portugal, le Brésil, l'Haïti, certains pays comme qui ont été maintenant mis sur des listes des gens qui ne peuvent pas rentrer. Alors, le E2 investisseur, c'est une façon assez facile pour venir aux États-Unis. Et les gens pensent souvent que c'est des montants énormes. Voilà, c'est ça, on a des montants dans la tête, on se dit, mais il faut beaucoup d'argent pour investir dans ce visa, alors que ce n'est pas totalement vrai. C'est ça. Alors, le visa E2, beaucoup de gens me téléphonent et me disent « mais j'ai pas 500 000 $ pour investir ». Ce n'est pas le EB5. Le EB5, c'est la carte verte basée sur le 500 000 $. Le E2, c'est un visa simple qui demande un montant dans les environs entre 70 et 100 000 $ à peu près pour apporter, mais ce montant-là n'est pas déterminé dans la loi, ce n'est pas noir sur blanc. Ouais. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Tout dépend de l'activité dans laquelle les gens veulent investir. Alors, le E2 peut être fait en création ou en rachat. Alors, une création, c'est quelqu'un qui va louer un local commercial, acheter de l'équipement, faire des travaux, peut-être faire du marketing. Alors, il faut faire un budget. Pour déterminer le montant de l'investissement, il faut d'abord faire un budget. Alors, c'est ce que je dis aux clients. Il faut prendre un papier et un crayon pour une création et dire combien va vous coûter le local, la location du local, l'équipement, les matières premières, peut-être l'inventaire, le marketing, tous les frais qu'ils vont avoir besoin pour ouvrir leurs portes. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de 100 000, 200 000, 300 000? Alors, ça, c'est le montant minimum que nous parlons. Le montant doit être suffisant pour que l'ambassade
soit consciente que les gens vont vraiment ouvrir leurs portes. Alors, un des problèmes avec le E2. Et le montant, c'est juste pour une année? C'est-à-dire qu'on fait un business plan généralement sur 5 ans, parce que sur 5 ans, pour un visa E2, c'est un business plan sur 5 ans, mais le montant de l'investissement, c'est une valeur... C'est un montant qui doit être investi avant la demande du visa. Avant, mais pour au moins que la société soit viable au moins une année. Pendant au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Donc, dans tous les cas, c'est 5 ans. Le problème, c'est que les gens me posent toujours la question, mais qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas mon visa? Parce que la façon qu'un visa E2 est construit, il faut d'abord créer la société. La société est créée dans l'État où vous allez travailler. Après, il faut ouvrir un compte en banque pour la société et déposer les fonds nécessaires sur le compte. Mais il faut dépenser assez d'argent, alors au moins minimum 50% du budget avant l'envoi du dossier à l'ambassade ou au consulat. Et ça, les gens ont très peur parce qu'ils me disent, il faut venir aux États-Unis, il faut dépenser, il faut louer un local avant même d'envoyer un dossier et d'avoir un accord du E2. C'est le cas. C'est ce qu'ils appellent at risk. Il faut qu'il y ait un élément que s'ils ne sont pas le E2 accordé à l'ambassade, ils vont tout perdre. Alors sinon, ce n'est pas investi. Vous pouvez mettre 10 millions de dollars sur un compte en banque, ils ne vous donneront pas un visa. Il faut que l'ambassade soit certaine que les portes vont s'ouvrir, sinon ils ne vous accordent pas un visa. Donc c'est la moitié au moins du budget, c'est ça? Minimum. Alors il faut avoir déjà loué un bail commercial pour au moins 1 an renouvelable parce que c'est un visa de 5 ans. Il faut avoir déjà acheté de l'inventaire, déjà acheté de l'équipement, tout ce que les gens ont besoin pour un minimum d'ouverture des portes. Il faut que les dépenses soient diversifiées. Alors ils ne peuvent pas, par exemple, dire je vais acheter 50 000 $ d'équipement et le reste, je le garde en banque. Alors ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça se passe comment pour que les personnes puissent acheter, c'est-à-dire les investisseurs, avant d'obtenir un visa E2, ils se présentent avec quel visa aux États-Unis pour acheter ce local, acheter ce fonds de commerce, enfin tout acheter finalement? Alors les Européens arrivent avec le ESTA. Le ESTA peut être par affaires ou pour tourisme. Alors, quand ils arrivent à la douane, ils sont obligés de dire qu'ils rentrent par affaires. Pour nos clients, nous donnons une lettre en indiquant que nous avons été engagés pour la préparation du visa E2. S'ils ont besoin de présenter une lettre à la douane, mais ils sont obligés de dire le but du voyage est pour l'investissement, pour monter un visa E2 investisseur. Les gens qui ont des B1, B2, alors ils rentrent avec le B1, toujours par affaires. Il faut indiquer que le but du voyage est par affaires. Une fois arrivés aux États-Unis, ils sont obligés d'aller de l'avant et de créer la société avec moi ou avec un comptable. Après, mettre l'argent sur le compte, trouver un local, louer le local commercial au nom de la société et même commencer à regarder pour du recrutement pour au moins un employé américain. Parce qu'on parle de 2 employés minimum, c'est ça, pour un visa E2 généralement? La loi dit que le E2 doit donner du travail à quelqu'un autre que l'investisseur. Alors, le nombre n'est pas défini. Je dis toujours aux clients, essayez de regarder pour au moins 2 personnes et ça peut être des gens directs ou indirects. Alors, les directs sont des salariés, des gens que vous payez les charges, que vous déduisez les charges. Les indirects sont les sous-traitants. Alors, ça peut être un ou l'autre ou une combinaison des deux. Mais il faut que ces gens-là soient déclarés en tant que main-d'œuvre. Ça ne peut pas être dans le coût de production. Alors, parce que des fois, il y a des mélanges, les clients, ils nous les mettent dans les coûts de production, nous ne pouvons plus prouver que des employés. Le E2 ne peut pas être pour, par exemple, un couple, mari et femme, qui vont travailler tout seuls. Que ce soit les 2 seuls employés, oui, c'est pas possible. C'est pas possible. L'ambassade doit être certaine que ça va créer de l'emploi, que cet investissement va créer de l'emploi et qu'il soit rentable. Alors, il faut que l'investissement soit en mesure de faire vivre l'investisseur et ses dépendants. Dépendants. Alors, si une personne arrive avec une famille avec 6 enfants, le montant va être beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est tout seul ou avec sa femme. Parce que l'argent, les revenus de cette activité commerciale doivent être en mesure de faire vivre la famille. Alors, le mot substantiel, parce que les gens lisent sur Internet ou un peu partout, il faut que l'investissement soit substantiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot substantiel veut dire que la société en tant que telle peut faire vivre la famille sans tenir compte de leurs revenus extérieurs. Alors, souvent, nos clients nous disent, oui, mais nous avons des revenus locatifs, nous avons d'autres... C'est pas pris en compte. Ça n'est pas pris en compte du tout. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à exercer, faire des visas, nous pouvions mettre en place dans les dossiers qu'ils avaient des revenus extérieurs. Maintenant, non. Plus pris en compte. Il faut que cette activité par elle-même soit capable de faire vivre l'investisseur à un minimum. Il ne demande pas non plus des revenus exorbitants, mais c'est un minimum pour que la famille soit capable de vivre. Alors, pour revenir sur la procédure, 70 000 à 100 000 $ pour l'investissement, dépenser la moitié avant d'envoyer le dossier pour prouver que c'est un investissement à risque finalement. Et après, la procédure, ça se passe comment? Ça prend combien de temps? Alors, je vais revenir sur les 70 000 à 100 000. Ça, c'est pour une activité qui est en démarrage. Si vous allez, par exemple, acheter le Delano à Miami Beach, vous avez besoin de 300 millions de dollars. Alors, c'est toujours en proportion
avec l'activité De ce qu'on commerciale. investit, oui. C'est ça. Alors, quelle est la procédure? Une fois que les clients ont atteint leurs dépenses, alors je demande toujours de valider les dépenses avant que les gens commencent à dépenser pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur parce que l'ambassade n'accepte pas toutes les dépenses. Alors ça, c'est encore une fois de l'expérience. Donc vous validez ça. en amont avant qu'ils dépensent. Oui, parce que s'ils dépensent dans des catégories que les ambassades n'acceptent pas, ils sont obligés de recommencer et l'argent est déjà dépensé. Alors, il faut faire bien attention. Alors, quand les dépenses sont effectuées ou le rachat est fait, parce que c'est un rachat d'une affaire existante, c'est comme un closing d'un magasin, d'une maison ou des choses comme ça, il faut que tous les documents de closing soient faits. Le dossier est envoyé en format normalement aujourd'hui électronique à l'ambassade et les gens sont convoqués pour un rendez-vous à Paris ou en France, ou, je veux dire en France ou au Canada ou dans leur pays. Et là, ils ont une prise d'empreinte digitale à l'ambassade pour vérifier s'ils n'ont pas de casier judiciaire ou d'antécédents terrorisme. Et ils ont une interview. Alors, les gens ont très, très peur des interviews, quel type de questions ils vont poser. Alors ça, c'est une préparation que je dois faire avec les clients. Est-ce que c'est assez complexe pour ce visa? Ils font un peu plus attention au niveau de l'entretien? L'entretien, il faut être préparé parce que c'est une atmosphère qui est très austère. C'est derrière une vitre, les gens sont debout. Ils ne s'attendent pas nécessairement à une grande salle avec d'autres personnes autour et parler à travers une vitre. Il faut que les clients soient préparés. Et aussi, c'est en anglais. La majorité des entretiens sont en anglais, pas en français. Alors là aussi, c'est encore une préparation. Mais chaque ambassade est différente. Alors, Paris est différent de Bruxelles et différent de Toronto. Alors, il faut connaître les procédures de chaque pays parce qu'elles sont différentes de pays en pays. Et du moment où on souhaite investir aux États-Unis et du moment où on a son visa E2, ça prend combien de temps en moyenne? Ça dépend de la vitesse que les gens vont effectuer les dépenses ou trouver l'activité commerciale à racheter. Alors, s'ils trouvent, nous avons besoin d'environ une semaine pour préparer les dossiers et l'attente dans les ambassades est de à peu près entre 6 et 8 semaines pour un rendez-vous. Certaines ambassades sont plus rapides, mais la moyenne, c'est entre 6 et 8 semaines pour un rendez-vous. Un visa qui est valable donc 5 ans? 5 ans. Renouvelable? Tout à fait. Renouvelable tous les 5 ans si l'activité est rentable. Toujours pour faire vivre la famille et avec au moins un employé, mais ça, c'est vraiment un minimum d'avoir un employé à temps plein. Avec un employé, des fois, ce n'est pas certain qu'ils vont redonner 5 ans. Il faut vraiment qu'ils essaient d'avoir de la main-d'œuvre américaine. Et est-ce qu'on peut se permettre avec un visa E2 dans lequel, si on investit sur le territoire avec un projet, on obtient un visa E2, est-ce qu'on peut se permettre de vendre pour racheter autre chose sous le même visa ou il faut refaire une procédure d'investissement? Ça dépend de la façon que le dossier a été fait au début. Ça peut être une holding, un système de holding, présenté dans le business plan initial que ça va être qu'il va y avoir d'autres activités commerciales. Sinon, il faut envoyer un formulaire pour dire qu'il y a une modification. C'est bien important parce que les gens se retrouvent en violation de visa s'ils ne le font pas. Et un point important, c'est que les dépendants, les épouses et les épouses ou époux ont droit à un permis de travail, mais pas les enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui nous revient souvent. Les enfants n'ont pas le droit au numéro de sécurité sociale et n'ont pas le droit de travailler. Alors s'ils ont 16 ans, 17 ans, ils veulent travailler à l'extérieur de l'école, ils n'ont pas le droit et ils n'auront pas de numéro de sécurité sociale pour les enfants. Alors ça, c'est un point qui reste même s'ils ont plus de 21 ans? Le E2, ils sont dépendants jusqu'à 21 ans. Ah oui, jusqu'à 21 ans, après ils sont plus dépendants. Après 21 ans, ils sont plus dépendants, tout à fait. Donc eux, ils n'ont pas ni numéro de sécurité sociale, ni de permis de travail? Jusqu'à leurs 21 ans. Et après, ils sont obligés de faire autre chose. S'ils n'ont pas obtenu la carte verte avant les 21 ans, ils sont obligés de faire autre chose, un autre visa. Donc c'est un petit peu complexe également. C'est ça. Très bien. Et pas de green card non plus, pas de carte verte. On ne peut pas qualifier pour la carte verte avec ce visa. Vous pouvez, si les gens continuent à investir pour atteindre le 500 000 $ et les 10 employés à temps plein, ça se transforme en EB5. Le E2 peut se transformer en EB5, mais à travers l'investissement, c'est la seule façon. Ils ne peuvent pas s'auto-parrainer, comme nous avons parlé du EB3 ou du parrainage, avec leur propre société parce qu'ils la contrôlent. Alors ça, ce n'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces précisions sur le visa E2 investisseur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique liée à l'immigration aux États-Unis. Merci, Grégory. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais.
permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin. Et comme chaque mercredi, on passe à table avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Vous allez bien? Et vous? Et vous? Ça va très bien. Vous me demandez à chaque fois. Alors pour une fois, c'est moi qui vous demande. Bon, vous voyez, on inverse bien. un petit peu les rôles. Donc aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle spécialité picarde. Ah oui, on Voilà, est dans la Picardie. On a fait une recette salée la semaine dernière. C'était les ficelles picardes. On fait cette semaine un dessert ouais. qui va bien avec. Donc c'est le gâteau battu. C'est le gâteau battu. Accompagné d'un flan martiniquais, Alors, on voit a fait à un côté. petit flan, oui, parce que en fait, le gâteau battu, c'est une sorte de brioche qui est très, très légère, mais une brioche riche, je dirais, en œufs et en beurre. Ouais. Voilà. Ok, super. Donc, on va parler peut-être un petit peu de l'histoire de ce Voilà. gâteau battu. Alors, le gâteau battu, bon, déjà, on le reconnaît facilement parce qu'il a une forme de toque. Ouais. Vous voyez, Ouais. un petit peu étroit vers le haut et puis il est cannelé. Voilà. Alors il se fait essentiellement dans un moule à gâteau battu, mais un moule en fer blanc. Donc typiquement. Que ça. Pas autre chose. Que ça. Très bien. Alors pour l'origine, eh bien, bon, les Picards sont très très fiers de ce gâteau battu qui est vraiment excellent. Mais... Ils pensent que c'est eux qui l'ont créé et pas vraiment parce qu'en fait au XVIIe siècle, il était déjà fabriqué dans le pays flamand. Ouais. Et puis au XXe siècle, eh bien, les pâtissiers, les boulangers se sont accaparés de la recette. Et alors maintenant, le gâteau battu, c'est Picard, il n'y a pas de doute. Et il est également protégé comme les fameuses ficelles picardes. Ah oui. Alors il est protégé là par la confrérie du gâteau battu d'Abbeville. Alors Abbeville, c'est Amiens étant la ville principale, la capitale de la Somme, si on peut dire. Et puis Abbeville est la deuxième. Très bien. La sous-préfecture, on dit. Donc un gâteau protégé qui faisait partie de toutes les fêtes picardes. Ah oui. En Picardie, le gâteau battu, je veux dire, on ne fait pas un mariage, ni un baptême, ni une communion sans gâteau battu. Ah, c'est pas possible, hein, automatiquement. Vous savez, dans les vins d'honneur, quand il y a un mariage, le vin d'honneur, bon, on sert du champagne ou un vin, ou qu'importe, mais du gâteau battu, c'est pas possible. Ah oui, vous ne pouvez pas sortir des biscuits boudoirs. C'est jamais vu ça. Ah, c'est le scandale. Oui, scandale assuré. Et comment on le réalise ce gâteau battu? Alors, ce gâteau battu, il est fabriqué avec 200 g de farine, celui-là, 200 g de farine, 5 jaunes d'œufs. Ah oui. Ouais. Pour un petit, d'accord. Pour un petit gâteau comme ça, et 175 g de beurre, et puis surtout de la levure fraîche, donc la levure de boulanger fraîche. Bon, j'expliquerai la recette quand on mettra la vidéo aussi sur Facebook. Donc cette levure de boulanger, on lui met un petit peu d'eau, on ajoute les jaunes d'œufs, on ajoute le beurre, on bat
Et ensuite, on met la farine, un peu de sucre, un peu de sel. Et on continue à battre une demi-heure. Une demi-heure? Voilà. Alors bon, moi, je vous dis franchement, je le bats avec un robot. Vous faites aider par, mais par avec les robots. le fouet vraiment à vitesse très faible. Le plus faible Oui, possible. pour que ça ressemble un petit peu Voilà. comme Et si on battait manuellement. pendant une demi-heure, ça tourne. Mais la tradition voulait Alors, que la le gâteau soit battu tradition, à la main pendant une demi-heure. Bon, il paraît que certains boulangers continuent à battre à la main, comme c'était à l'époque. Mais bon, je pense que certains font aussi comme moi. On demande à voir parce que oui. Ouais, on demande à voir. Mais c'est vrai qu'avant, moi je sais que les grands-mères nous racontaient, elles battaient, Pendant une demi-heure. Bah oui, puis quand elles avaient une communion, un mariage, il ne fallait pas en faire qu'un, il fallait en faire. Donc elles avaient des grandes cuves. Et en général, moi je sais que mon mari me dit toujours que sa grand-mère se déshabillait pour battre, parce qu'elle avait trop chaud, elle transpirait, c'est pas possible. Ouais. Donc elle mettait juste son grand tablier et elle battait. Voilà. C'est un très bon sport déjà, c'est bon à retenir. Ah oui, non, mais c'est vrai. Et donc il faut bien le battre pendant au minimum une demi-heure, sinon ça ne fonctionne pas. Enfin moi, je le fais pendant une demi-heure, mais je pense qu'à l'époque, il le battait même plus longtemps encore. Ouais. Très bien, donc dès que la pâte est bien battue pendant cette demi-heure, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Eh ben, on le met dans notre four bien graissé et puis… Dans le plat? Le four, une grosse demi-heure quand même, hein, une bonne demi-heure. Demi-heure, 3/4 d'heure à four… moi, je mets 375 degrés Fahrenheit. D'accord. Une demi-heure. Voilà. Et ce fameux moule en fer blanc, on se le procure facilement ou pas? C'est compliqué non, aussi. On les trouve qu'en Picardie. Ben voilà. Voilà, moi j'ai un cousin si je veux réaliser ça chez moi, je ne peux pas. Eh ben non. On ne peut pas remplacer par un autre plat en fait. Non. Non. Bon. Il faut le commander. Mais donc il faut vous appeler Sylvie. En fait, ça c'est la seule solution pour se procurer un gâteau battu ici. Non, sinon vous savez sur Amazon, vous trouvez tout, hein, vous savez bien. Mais il faut bien le plat typique. Voilà, est-ce qu'on a tout dit sur ce fameux gâteau battu? À four à 375. Voilà, 375 degrés pendant une bonne demi-heure. Et après on laisse reposer et on démoule facilement. On démoule et puis vous voyez, c'est très léger. Ouais. Allez, je vous fais goûter. Ah ben je veux bien, oui. Après, je ne sais pas si on va pouvoir continuer à parler, mais… Si, tout petit morceau. C'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. Ah oui. Oui, je m'attendais à une brioche, mais c'est vraiment… Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec les brioches. C'est une brioche, mais ultra légère et puis très beurrée, quoi. Oui, c'est vrai. Non, c'est très bon. Vous nous faites voyager en Picardie, c'est super, Sylvie. Et là, on part en Martinique. Plus loin. Martinique, Guadeloupe, etc. Toutes les Antilles, en fait. Le flan, c'est quelque chose de connu en France, en fait, dans le monde entier. Les flans, on en fait partout. Donc c'est encore des œufs, vous aviez des œufs en trop, vous vous êtes dit on va faire aussi un flan. Je dis oui, en fait en Picardie on le sert avec les confitures. Hein. Ouais. Les mamies font les confitures. Donc gâteau battu avec confiture, là vous avez fait un flan. Là on a fait un flan. Alors un flan martiniquais, bon la différence un petit peu avec le flan traditionnel qui se fait avec les œufs et puis le lait classique, un petit peu de farine. Là le flan martiniquais c'est une boîte de lait de coco. Ouais. Une boîte de lait concentré sucré, une boîte de lait concentré non sucré, des 4 œufs. Oui, des œufs encore. Et puis de la cannelle, des zestes de citron râpées, de la vanille, non? De la vanille, voilà, toutes les épices qu'on trouve dans ces belles îles. Et il faut faire cuire au Alors bain-marie? après, on met à 350 degrés 1 heure. Au four? Au four. Ah, moi j'étais au bain-marie en fait, c'est pour ça au four, au bain-marie. Ah, très bien. Voilà, voilà, mais je savais qu'il y avait un bain-marie quelque part. Bon, okay. on a oublié, il y a un petit caramel qu'on met dans le fond du moule. Oui, donc on met, voilà, on prend un moule petit caramel en que l'on fait à sec, un peu de sucre dans la casserole. Une fois que notre caramel est prêt, hop, dans le moule, et puis par-dessus, on met notre petite crème. Et puis on obtient ce flan qui est bien ferme. Hein. Vous verrez, il n'a pas tout à fait le même goût que les on ne peut pas goûter, on ne peut pas goûter tout de suite. Si, on va le goûter tout à l'heure. Faut attendre. Mais donc du coup, vous mettez dans votre plat, et donc le bain-marie, c'est de mettre dans un autre plat rempli d'eau. Oui, c'est-à-dire qu'on fait oui, en fait, on prend un plat et puis on met notre moule. Non, mais hier, j'en ai fait une 50aine, donc c'est pour ça j'avais fait un grand plat. Et on laisse cuire combien de temps au bain-marie? Ah, 1 heure. 1 heure. Ah oui, 1 heure. 1 heure au bain-marie, oui, c'est nécessaire.
Ce qui fait qu'après, on a quelque chose d'assez ferme. On n'a pas de couteau, là. Non, on est obligé d'attendre, Sylvie. C'est pas grave. On doit juste regarder. On dégustera plus tard. Mais les flancs, sinon, je sais que vous aimez bien l'histoire, ça date du Moyen-Âge. Hein. Ah oui? Ah oui, les flancs, c'est très, très, très vieux. Mais on en servait dans les grands banquets. Au couronnement d'Henri IV, on a servi du flan en dessert. À cette époque, déjà. C'était un gâteau assez luxueux à ce moment-là, donc. Oui, probablement. Ouais, et surtout que c'est facile de l'accommoder avec beaucoup de saveurs, finalement, le flan. Ah oui, oui. Non, c'est vrai que... Bon, et puis, bon, le flan, vous pouvez le manger comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gâteau avec pour enrichir. Donc du coup, la spécialité Picard, le gâteau battu, le flan martiniquais pour l'occasion pour celui-ci, des recettes qu'on pourra retrouver très prochainement sur votre page Facebook. Comme d'habitude, voilà, quand on va mettre la vidéo avec la recette du gâteau battu et puis on mettra bien entendu la recette de notre petit flan antillais. Martiniquais. Et si on n'a pas envie de se procurer le moule en fer blanc et qu'on souhaite faire appel à vos services, Sylvie, on peut vous contacter comment? Pas de souci, eh bien on appelle la cuisine de Sylvie. 954 579 23 11 ou alors un petit message par email privatechefsylvie@gmail.com. Ça marche, merci beaucoup Sylvie. Et puis bon, on se retrouve bientôt, très prochainement pour une nouvelle émission culinaire avec vous. Alors la prochaine fois, on fera une recette salée. Voilà, ça marche en interne. Interverti comme d'habitude. Merci beaucoup Sylvie, j'ai hâte de goûter. Bonne journée. Merci bien. Merci Grégory, au revoir. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine